Pourquoi faire une thèse ? Je vous explique mon activité de thésarde. Vous savez que je dois remettre ma thèse en juin. Et juin, c'est même pas dans 3 mois, c'est demain. Une thèse sur quoi ? Sur rien. Mais excuse-moi, mais il y a des gens que ça intéresse ce... Bonjour, vous écoutez Thésard, le podcast qui fait parler les doctorantes et doctorants en sciences humaines et sociales, produit et réalisé par Marianne Le Gagneur et Jeanne Perrier. La loi de programmation de la recherche prévoit une augmentation de 50% des thèses réalisées au sein d'un dispositif CIFRE, c'est-à-dire les conventions industrielles de formation par la recherche. Ces contrats spécifiques restent encore marginaux en sciences humaines et sociales, et pourtant, malgré les idées reçues, il est tout à fait possible de réaliser une thèse en sociologie, en géographie ou en anthropologie par exemple, dans le cadre de ce dispositif. Les CIFRE sont réalisés par un doctorant ou une doctorante, avec une université, et en partenariat avec un financeur qui peut être une association, une entreprise ou une collectivité territoriale. Pour en parler aujourd'hui, nous recevons Marie Sigrist, une jeune docteure en anthropologie de l'Université de Tours et qui a réalisé sa thèse en contrat CIFRE au sein de l'Institut Paul Bocuse à Lyon. Elle a travaillé sur les pratiques culinaires des couples et familles franco-brésiliennes en France et au Brésil, mais dans cet épisode, elle nous parle surtout de son expérience de la thèse CIFRE. Ça veut dire quoi concrètement, faire une thèse CIFRE en anthropologie, comment on accède à ce dispositif et quels sont les avantages et ses inconvénients. Dans cet épisode, Marie relate son expérience personnelle de la CIFRE et il est important de rappeler que ces modalités peuvent fortement varier d'un contrat à un autre. Marie explique comment elle s'est retrouvée à faire une thèse CIFRE alors qu'elle ne connaissait pas ce dispositif et elle aborde également les temporalités plutôt longues relatives au démarrage de la thèse. Elle revient ensuite sur les particularités d'une thèse en CIFRE, l'exercice d'équilibriste parfois entre son université d'appartenance et sa structure d'accueil, située dans 2 villes différentes. Elle aborde ses conditions de travail, l'importance de l'entraide entre doctorants et doctorantes, la nécessité d'apprendre à dire non et l'importance de savoir convertir ses compétences pour le monde professionnel. Bonne écoute! Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui, donc je suis Marie Sigrist, j'ai 30 ans, je suis docteure en anthropologie et donc j'ai récemment fini ma thèse CIFRE, donc je l'ai finie en février. Et là, je suis chargée de mission en anthropologie pour le service direction, innovation et recherche de la SNCF. Si on retourne en arrière, comment tu as décidé de faire une thèse et comment est-ce que tu t'es orientée vers la CIFRE ? Alors, j'avais envie de faire une thèse depuis mon master qui était assez orienté recherche en fait. Donc, j'avais vraiment cette envie-là après le master. Et par contre, j'avais jamais entendu parler de la CIFRE au début. Je savais que je voulais faire une thèse, je savais qu'il y avait possibilité de faire des thèses financées via les contrats doctoraux. Et je savais aussi qu'il y avait beaucoup plus de malchance, je dirais, de faire une thèse sans financement. La thèse CIFRE, l'opportunité de la CIFRE, voilà, donc du coup c'est une opportunité. La thèse est arrivée parce que j'avais contacté une chercheure en anthropologie dont une collègue de master m'avait parlé et du coup cette chercheure m'a mis en relation avec une autre chercheure qui avait des pistes pour des contrats CIFRE et j'ai échangé avec cette chercheure par téléphone, donc qui a été ma directrice de thèse. Et elle m'a dit, écoutez, je vais monter un projet CIFRE et je vous envoie l'offre d'ici quelques mois, voilà, vous pourrez candidater. Et donc, je crois que c'est un mois plus tard ou 2 mois plus tard, j'ai reçu l'offre et je me suis dit, feu, je vais tenter ma chance et ça a marché comme ça. Mais du coup, j'avais jamais entendu parler de CIFRE, je savais pas du tout ce que c'était. Et à ce moment-là, quand elle te parle de ce contrat CIFRE, toi t'es encore en master, mais t'as déjà l'envie de continuer vers une thèse. C'est ça, en fait, j'étais en master pro, parce que, si je reprends au début, j'ai fait un master recherche au Muséum national d'histoire naturelle en anthropologie. Et après, je me suis dit, je sais pas si je vais trouver une thèse tout de suite. Je vais assurer mes arrières au cas où j'arrive pas à entrer dans le monde de la recherche et je vais faire 1 an de master pro, c'est en ingénierie de projet,
plutôt axée sur le tourisme à Paris 3. Et tout en me disant, bon, je tente des thèses qui passent, je prépare des projets. Et donc j'avais candidaté à une offre de thèse, ça avait pas marché. Et voilà, en fait j'étais en stage pour ce Master Pro quand ma directrice, qui sera ensuite ma directrice, m'a fait passer l'offre. Et à partir de là, comment ça s'est passé? Du coup, t'as directement créé un projet de recherche? Non, en fait, le projet était déjà monté, parce que c'était une envie entre deux chercheurs, donc l'encadrant de la thèse qui était donc dans la structure d'emploi, qui est le centre de recherche de l'Institut Paul Bocuse, et cette chercheure, donc directrice de recherche, Isabelle Bianchi, qui était à l'université de Tours. Ils se connaissaient tous les deux avant déjà, et ils ont eu envie de travailler ensemble sur un projet qui les tenait à cœur, et donc ils ont proposé le projet de thèse pour lequel j'ai candidaté. Donc j'ai pas eu à monter mon propre projet, j'ai juste, entre guillemets, eu à monter mon dossier de candidature, donc qui ressemble plutôt à une candidature qu'on peut trouver ensuite dans les milieux de chargé d'études, chargé de projet, dans la recherche appliquée, avec CV, lettre de motivation, une liste éventuelle des publications, communications, mais il n'y avait pas un projet qui venait de ma part à proprement parler. Et je vais un peu en avance, mais du coup, rétrospectivement, est-ce que le fait d'avoir travaillé sur un projet qui était déjà créé, ça t'a plutôt aidé, ou est-ce que c'était plutôt au contraire quelque chose de difficile? Il a pu être négocié le projet, c'est-à-dire que j'avais une ligne, un sujet assez large qui était vraiment les dynamiques alimentaires mondiales, études des pratiques culinaires dans 3 pays du monde. Il y avait les 3 pays qui étaient cités, c'était la France, les États-Unis et le Mexique. Et au final, c'est devenu déjà il y avait plus que 2 pays qui étaient la France et le Brésil. J'ai plutôt travaillé sur les pratiques d'approvisionnement alimentaire que les pratiques culinaires. Donc la thématique globale du sujet est restée la même, mais finalement ça s'est quand même transformé pour plusieurs raisons, par la bibliographie que j'ai lue en fait, qui m'a montré qu'il y avait des directions intéressantes à prendre, et aussi par les adaptations par rapport au financement. Pour les terrains notamment, donc voilà, ça s'est construit petit à petit, et c'était pas vraiment des négociations de sujets en fait, mais plutôt des recadrages réguliers avec mes directeurs. Je leur disais ce qui me semblait intéressant, eux aussi donnaient leur avis, et voilà, ça se co-construisait plutôt comme ça en fait. Au fur et à mesure de ta recherche qui avançait. Exactement. Donc j'ai pas ressenti le fait d'avoir un projet déjà existant, j'ai pas ressenti ça comme un frein en fait, pas du tout. Pour des auditeuristes qui rechercheraient des thèses CIFRE, est-ce que tu aurais des pistes pour les aider à comment on fait pour trouver une thèse CIFRE? Le mieux, c'est de contacter les chercheurs qui travaillent sur les thématiques d'intérêt pour qu'ils nous orientent éventuellement vers d'autres personnes qui connaissent des CIFRE, ou voilà, comme ça a été mon cas du coup. Pour moi, ça fonctionnait comme ça en tout cas, donc je pense que ça peut fonctionner aussi comme ça pour d'autres personnes. Et un autre moyen, c'est aussi de guetter sur certains sites. Je connais un site qui s'appelle MyDocPro, qui met en ligne des annonces de thèses ou de contrats post-recherche aussi. Donc il me semble que des fois il y a des CIFRE. Et tout simplement aussi sur les moteurs de recherche plus traditionnels, Indie, tout ça, des fois on voit apparaître aussi des thèses CIFRE. Et sinon, je ne saurais que recommander la mail list de diffusion de Dominique Blanc, Ethno-Info, où là, tous les jours, il y a des offres d'emploi, offres de thèse, offres post-doc, chargé de recherche, chargé de mission, annexe. Vraiment, c'est très riche, et je pense que c'est là-dedans qu'il y a plus de choses. Il y a aussi une association, notamment la DCIFRE SHS, l'association des doctorants CIFRE en sciences humaines et sociales, qui relaye parfois des offres de CIFRE. L'ANRT aussi, qui est l'agence qui gère les CIFRE. Sur son site, on peut déposer un projet de CIFRE si on veut directement essayer de trouver une institution qui veut nous financer.
ou bien il y a des institutions qui elles-mêmes déposent des projets de thèse auxquels on peut répondre, et aussi, comme tu le disais, s'inscrire sur les listes de diffusion de sa discipline, des sciences humaines et sociales, pour voir toutes les offres de contrats doctoraux qui y passent, et aussi les offres de contrats CIFRE. Et aussi, un truc à dire, c'est qu'il est tout à fait possible d'aller contacter directement des entreprises, comme tu le disais juste avant. Exactement, oui. Des chercheurs ou des entreprises. Et je sais pas si... Enfin, je pense qu'il y a des entreprises qui sont plus habituées déjà à travailler avec des chiffres. Je pense notamment au département R&D, en fait, recherche et développement des entreprises. Alors, c'est souvent des grandes entreprises, mais ou des institutions, même parfois, qui ont un équivalent, qui peuvent déjà être habitués à travailler avec des chiffres. Donc là, c'est une vraie plus-value, parce qu'on n'a pas à leur expliquer comment ça marche, et ils connaissent les démarches, ils ont les contacts en interne, donc les dossiers vont plus vite. Oui, parce qu'il faut dire aussi que le temps de montage des dossiers chiffres, c'est un sujet en soi. Et donc d'avoir un contact dans des structures comme ça, et de chercher des structures qui sont déjà habitués, c'est un vrai plus. Mais bon, encore faut-il que la thématique colle aussi avec les aspirations du futur doctorant. Tout à fait. Et là, on parle beaucoup entreprises, mais on peut postuler en CIFRE auprès d'associations, de collectivités territoriales et aussi d'entreprises de droit privé. Exactement, oui. On parlait tout de suite de la durée. Du coup, pour toi, comment ça s'est passé? Ça a pris combien de temps entre le master, ton deuxième M2 et le début de la CIFRE? C'était interminable. Vraiment interminable. Parce que, donc je me souviens que je crois que j'ai candidaté en avril. J'ai passé les entretiens, ça devait être en mai. J'ai dû avoir la réponse en fin mai, début juin. Comme quoi, j'avais que j'allais être recrutée dans le cadre de ce contrat CIFRE. Et donc le dossier a été déposé, parce que du coup, avant que l'équipe encadrante, de mes directeurs déposent le dossier, il leur fallait des infos me concernant, notamment pour assurer la validation du dossier auprès de la NRT. Donc il y avait ce processus, on a échangé quelques mails, voilà, pour monter le dossier, et le dossier a ensuite été déposé. Donc il a été déposé fin mai, début juin à peu près, dans les jours qui ont suivi ma réponse. Et ensuite, se sont écoulés... il y a eu 3 mois pendant lesquels j'ai cru que j'allais démarrer au 1er octobre. Et donc moi, je me suis installée... donc le centre de recherche de l'Institut Paul Bocuse, c'est basé en région lyonnaise. Donc je me suis installée à Lyon en septembre pour pouvoir espérer démarrer comme prévu au 1er octobre. Sauf que la date a été reculée au 1er novembre. Et finalement, non, il était plutôt question que ce soit 1er décembre. Et les mois passaient et je commençais à me sentir dans une situation un peu inconfortable, puisque je pouvais pas chercher un CDD de 3-4 mois. À chaque fois, c'était des petits boulots vraiment précaires, ultra précaires, d'1 mois ou 2. Alors, je gardais des enfants, donc je renouvelais à chaque fois. Je disais, bon, encore 1 mois, etc. Mais ça n'a pas été du tout confortable, à tel point que je suis allée en décembre toquer à la porte de la NRT, qui venaient de déménager. Donc, ils m'ont demandé, mais comment vous avez une autre adresse? Et je sais même plus comment je l'ai eu. Enfin, j'étais presque désespérée. Je me disais, ça va tomber à l'eau, ça va jamais démarrer, qu'est-ce qui se passe? Et au final, ils m'ont dit, non, on est en train de traiter votre dossier. Et finalement, j'ai démarré au 1er février. Donc, il y a eu presque 10 mois d'attente entre le moment où j'ai eu la réponse que j'allais démarrer la CIFRE et le moment où je l'ai véritablement démarré. Donc voilà, ça c'est un gros problème, un gros inconvénient de la CIFRE, c'est ce délai. Après, quand on sait, on peut s'organiser en conséquence. Mais du coup, moi, comme je savais pas, ça a été une adaptation mois après mois. Oui, c'est systématiquement très très long. Donc tu démarres ta CIFRE 10 mois après, et comment ça se passe? Parce que quand on commence une CIFRE, on devient salarié, du coup t'as signé ton contrat de travail. C'est ça, exactement. Quand t'arrives dans le monde du travail, tu sais pas comment ça marche, forcément les histoires de contrats, surtout quand avant t'as eu que des petits contrats. Et quand je suis allée signer les papiers, il y avait cette ambivalence qui apparaissait déjà sur les contrats entre tes données appartiennent à ta structure d'emploi, appartiennent à toi et appartiennent à ton labo. Et du coup, ça au début, c'est tous les doctorants dans le centre de recherche où je travaillais, on s'est posé cette question, mais
Ça veut dire que comment ça se passe pour échanger des données, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui ne l'est pas, enfin des données entre avec notre labo, sur quel serveur on dépose les données, est-ce que tout ça c'était des vraies questions. Et la question du temps de travail dans l'entreprise ou à l'université était aussi une question, ça figurait aussi sur le contrat. Et l'interlocutrice des ressources humaines n'était pas toujours à l'aise pour nous répondre à ces questions parce qu'elle connaissait pas le monde de la recherche. Donc il y avait un peu ces questionnements au début à la signature du contrat. Mais sinon ça s'est fait de façon assez traditionnelle, classique, comme dans n'importe quelle entreprise. Ce qui est intéressant, c'est que tu découvres que tu auras vraiment un cadre et un droit du travail. Et c'est là la force de ce contrat de travail. Quand tu fais la thèse, c'est plutôt appréciable. La CIFRE, il est possible de la signer en CDD ou en CDI. Toi, c'était en CDD, j'imagine. Oui, moi, c'était en CDD. Ouais. Et est-ce que le salaire a été quelque chose de négociable? Parce qu'en CIFRE, il y a un montant minimal qui est d'environ 23 000 € brut, mais c'est un minimum, donc il est parfois possible de le négocier. Alors dans mon cas, j'ai eu le minimum et je l'explique par par une raison essentielle qui est que le fait que la structure qui m'employait est une association, un statut d'association, et d'autre part, il y a une partie. Alors le salaire était financé par plusieurs organismes. Donc il y a une partie, je crois, qui est prise en charge par la NRT, une partie par la structure d'emploi. Et on n'avait pas tous le même salaire entre doctorants dans ce centre de recherche, ce qui était... Alors, quand on a découvert ça, on s'est dit « Quoi ? Mais pourquoi ?» Et en fait, après, on a compris que selon les différents financeurs qui sont reliés à ton projet, ton salaire peut varier. Donc du coup, plus tu as de structures financeuses, plus ton salaire va être élevé. Et il y avait vraiment des écarts entre nous. Moi, quand j'ai démarré, j'avais le salaire pris en charge par la NRT et par ma structure d'emploi, mais j'avais pas encore les financements de terrain. Donc il a fallu que je cherche des financements après, ce qui a été un peu au départ une difficulté, je dois dire, parce que moi j'étais surprise de démarrer une thèse avec 3 terrains, dont 2 à l'international, sans les financements de terrain. Et donc là, il a fallu s'adapter, et ce qui a été en fait assez formateur, parce que du coup j'ai monté des dossiers pour avoir des bourses pour financer les terrains, et ça a été intéressant, mais ça a été un peu une période d'incompréhension au début. Et donc pour répondre à ta question, non, moi j'ai pas négocié mon salaire, et ça je me l'explique par le fait que j'étais déjà bien contente d'avoir un salaire. Et en plus sur 3 ans, tu démarres, c'est la première fois que j'ai un contrat aussi long, en plus tu te dis ouais cool, et puis voilà. Et petit à petit, je me suis dit non, c'est pas beaucoup. Et quand je vois des fois des offres de postdoc qui passent et qui proposent à peine plus que ça, je me dis non, c'est vraiment peu cher payé. Et ça c'est un gros problème dont je parle encore beaucoup avec des amis et collègues doctorantes et docteurs, c'est la faible valorisation des SHS dans le monde du travail. On est moins payé que d'autres disciplines, et je pense qu'il faut encore beaucoup se battre pour ça. Et je pense que plus il y aura de chiffres en SHS, plus peut-être plus le fait d'être rémunéré pendant une thèse va être quelque chose de finalement normal. Et voilà, c'est un droit qu'il faut... ce serait même un devoir, en fait, que d'être payé pour un travail aussi conséquent, je pense. Je pense qu'il y a beaucoup de structures, en fait, qui n'ont pas beaucoup de moyens, qui emploient des chiffres aussi, et pour qui, du coup, payer plus que le minimum n'est pas forcément envisageable, parce que c'est quand même des salaires qui reviennent à bas coût, grâce aux subventions et au crédit impôt recherche. Mais dans un certain nombre de structures, il est quand même possible d'essayer d'avoir plus que le minimum. Mais pour ça, je pense qu'il faut se sentir légitime et sortir un peu de la gratitude. On m'offre un contrat doctoral, c'est formidable, je vais pas me plaindre, déjà je suis financée, c'est super. Alors oui, c'est super, mais c'est aussi possible d'essayer de faire valoir son expérience. Exactement. Parce qu'en fait, on est diplômé de M2 déjà, parfois plusieurs M2 même. Exactement. Mais pour ça, c'est vrai que c'est tout un processus de légitimation qui est pas forcément évident. Et c'est là que, oui, il y a quelque chose d'un peu tordu là-dessus, c'est parce que quand tu démarres ta CIFRE, on te fait comprendre que t'es doctorant, donc t'es en formation.
Et ça, c'est un argument aussi qui fait que c'est pas forcément facile de négocier un salaire plus élevé. C'est-à-dire, on te dit, oui, t'es employé, mais t'es en formation. Et ce côté d'être bébé chercheur en doctorat, avec le recul, je me dis, mais c'est pas cohérent parce que on a déjà des compétences, en fait. Et dans plein d'autres domaines, tu sors avec un master, t'es déjà employé comme quelqu'un de chargé de mission, chargé de projet, des choses comme ça. Et certes, tu vas acquérir des compétences encore plus fortes pendant ton doctorat, mais t'as déjà de quoi te valoriser. Donc là aussi, il y a quelque chose, tu parlais de légitimité, se sentir légitime, c'est aussi un travail qu'on doit faire, et le syndrome de l'imposteur, malheureusement, il persiste beaucoup, voire longtemps encore après, enfin pendant la thèse en tout cas. Mais oui, complètement. Et donc, quand on commence à CIFRE, il y a le contrat de travail, où on signe effectivement des éléments comme le salaire, mais il y a aussi un deuxième document qui s'appelle le contrat de collaboration. Le doctorant n'est pas signataire. Il y a certains doctorants CIFRE qui ne voient jamais passer ce contrat de collaboration-là, parce qu'il est signé entre l'entreprise et l'école doctorale, il me semble. Le doctorant n'est pas signataire. Et pourtant, c'est un document super important qui vient dicter les aspects concrets comme le temps qu'on passe chez le financeur et à l'université. Il y a aussi la propriété des données. Il y a des éléments comme... moi, je sais que j'y ai fait inscrire le remboursement de mes frais de scolarité, qui est quelque chose qu'on peut négocier aussi. Est-ce que toi, t'as vu ce document-là, ou t'as une idée de ce qu'il comportait ? Alors, je l'ai vu, je me souvenais plus qui s'appelait comme cela, mais on a eu un document comme ça qui était attelé au contrat, je me souviens. Et où il y avait en effet la part du temps à consacrer dans l'entreprise, enfin de temps de présence, temps d'investissement dans l'entreprise, et oui, prise en charge des frais de formation, ça on l'avait aussi. Ouais, il était lié au contrat, je me souviens. C'était une page à lire en plus, une ou deux pages, je sais plus. Mais oui, on a bien vu ça. Est-ce que tu as eu ton mot à dire, ou c'était déjà prévu par l'entreprise ou l'école doctorale ? Je me souviens plus avoir négocié cette charge-là, mais en fait, c'était assez logique quand je suis arrivée, le temps passé dans la structure, parce que moi, mon labo, il était à Tours, et la structure était à Lyon. Donc, de fait, le temps passé dans mon entreprise, enfin, j'appelle ça l'entreprise, mais c'est plutôt donc la structure d'emploi qui était en fait un centre de recherche. Le temps passé allait être très 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 majoritaire, voire quasi exclusif dans cette structure-là. Ce qui était une bonne chose, parce que c'était quelque part un peu rassurant d'avoir un endroit où tu sais que tu vas là tous les jours, c'est comme ça, et t'as tes relations de travail sont là, t'as ton bureau et tout ça c'était très bien. Après, par contre, je regrette de pas être allée plus dans mon labo à l'université. J'y suis allée une fois par an, en fait, ce qui est vraiment très très peu. Et ça, c'est un grand regret, ouais. J'aurais dû, et j'aurais pu aussi y aller plus. Mais il faut dire qu'entre les terrains, les voyages pour les communications et tout ça, ouais, j'ai pas toujours réussi à caser mes mobilités facilement. Bah oui, bien sûr. Ouais. C'est aussi une des grandes difficultés de la thèse CIFRE, c'est qu'on est vraiment entre plusieurs lieux et plusieurs instances de socialisation différentes. C'est ça. Alors, toi, il y avait des doctorants avec toi dans l'institut où tu étais, ce qui peut être un lieu de socialisation du coup au monde de la recherche, mais c'est pas le cas de certains doctorants CIFRE qui du coup ont du mal à se rendre à leur laboratoire ou à leur université, qui passent beaucoup de temps sur la structure, mais où finalement il y a très peu de chercheuses. Il faut vraiment des gros efforts de traduction, je dirais, entre le langage entreprise avec des gens qui potentiellement te comprennent pas parce qu'ils sont pas dans le monde de la recherche, et inversement, c'est-à-dire quand tu retournes dans ton labo, t'as peut-être pas forcément des doctorants qui sont habitués à la CIFRE, voire qui trouvent juste d'être financés par une entreprise, puisqu'il y a aussi ce décalage qui existe. Et en effet, je pense que ça doit être des efforts de traduction constants, en fait. Mais dans mon cas, en effet, on était tous doctorants CIFRE. Mes collègues directs étaient des doctorants CIFRE. Et du coup, j'ai jamais senti
le besoin de me sociabiliser avec des doctorants, vraiment, enfin, ce besoin d'être comprise, etc. J'avais pas ce souci-là. Et au contraire, on était une équipe même très très soudée et ouais, ça c'était vraiment fantastique. Pour terminer sur les aspects concrets et après passer à autre chose, je voulais juste ajouter que dans les entreprises de droit privé, le doctorant CIFRE a droit à la prime de précarité, mais elle est parfois enlevée du contrat de travail parce que on considère que comme le doctorant est en formation, il n'a pas besoin de le toucher. Donc il est négocié pour vos primes de précarité, vous y avez droit, même si la NRT invite à les faire supprimer du contrat de travail. Alors, si on passe au déroulement de ta thèse, comment ça s'est passé pour toi dans les 3 années ? Déjà, peut-être quelque chose d'intéressant, c'est t'as pas passé tout ton temps là-bas puisque t'es allé faire du terrain. Peut-être c'est quelque chose qu'il faut préciser, c'est que on n'est pas obligé d'être là tout le temps et que en fait le travail de thèse il est aussi faut aussi qu'il soit fait, donc aller faire du terrain à l'étranger est possible. Exactement, et oui, ça faisait partie intégrante de mon travail de thèse parce que j'étais donc en anthropologie et donc on valorise énormément le terrain. Et au-delà de ça, ça c'est quelque chose qui est aussi négociable avec la structure. Alors c'est peut-être plus facile quand on est dans une asso ou un centre de recherche ou même une entreprise qui est habituée à coopérer avec le monde de la recherche. Mais il est possible aussi de travailler dans d'autres lieux qui peuvent être des lieux plus académiques, plus universitaires. Moi, dans mon cas, j'avais la chance d'avoir un encadrant très compréhensif et qui me laissait, quand je le souhaitais, ça pouvait être 1 jour, 2 jours par semaine, avant les confinements. Hein. Je parle de la période où le télétravail n'était pas encore quelque chose d'habituel, mais il me laissait ces jours-là pour aller travailler en bibliothèque, par exemple. Je ressentais le besoin de revoir une ambiance universitaire, d'être dans des bibliothèques et ça m'arrivait de passer mes journées à faire de la bibliographie en bibliothèque ou pour la rédaction, aller dans des lieux que je trouvais appropriés à ça. Donc ça pouvait être une bibliothèque, ça pouvait être un salon de thé très calme, enfin voilà, c'était vraiment flexible et ça, c'était vraiment très appréciable de pouvoir avoir cette possibilité-là. Et est-ce que tu avais des horaires ? Oui, alors il y avait un cadre très très rigide au début, enfin en tout cas en tout cas moi venant du monde de la recherche en SHS, j'ai trouvé très rigide parce qu'on est plutôt habitué les dreadlocks, ces trucs comme ça, enfin vraiment l'ambiance, tu vois, l'ambiance roots, tranquille, recherche, SHS, et que moi j'adorais. Et en arrivant, déjà à l'entretien d'embauche, on m'avait dit vous avez rien contre les dress codes, tout ça. Donc j'étais là non. Je me suis quand même posé la question. En fait, en échangeant avec d'autres doctorants, il s'avérait que oui, il y avait vraiment un dress code et il y avait vraiment des horaires de travail qui étaient 9h 17h30. Et donc je suis arrivée dans ce cadre-là. Et il faut savoir que là où j'ai fait ma thèse, c'est accolé à une école de restauration et de gastronomie assez élitiste, hein, il faut dire. Il y a un château, c'est tout un cadre, tout un autre monde. Et en arrivant dans cet environnement, du coup, au début, j'ai eu un peu du mal en fait à accepter ça, à m'y faire, enfin avec toute l'image que ça dégageait aussi. J'étais pas très à l'aise avec ce milieu, avec cette image élitiste qui était renvoyée. Mais finalement, le cadre s'est assez assoupli, en tout cas pour le centre de recherche. Ça s'est assoupli pour l'école, non, parce que ça fait partie de la culture, de l'éducation de cet endroit. Mais pour le centre de recherche, on a réussi à faire valoir le fait que, quand on est chercheur, on peut avoir besoin de rédiger à 7h30 du matin ou à 19h le soir, et que du coup, on a besoin d'une souplesse horaire. Et le dress code aussi, je l'ai pas tant ressenti que ça dans notre centre de recherche. Et vous étiez à peu près combien de doctorants et doctorantes en même temps ? Ça variait parce que c'était pluridisciplinaire, donc on avait 4 équipes différentes, 4 disciplines différentes, et ça dépendait. Il pouvait y avoir entre 2 et 4 doctorants par discipline, donc on était, on va dire, une petite dizaine constamment. Mmh. Et est-ce que toi, tu avais des missions en particulier à faire pour la structure, à part ta thèse ? Alors oui, j'avais d'autres missions. Donc déjà, ma mission principale, c'était la thèse.
Ça, faut pas l'oublier. C'était d'abord ce pourquoi j'étais là. Donc, il a fallu d'ailleurs le faire valoir parfois. C'était pas toujours évident. J'ai dû apprendre à dire non, à refuser des missions, parce que voilà, j'ai mis en avant le fait que j'avais un délai pour faire ma thèse, et c'était cette mission qui comptait avant tout. Ce qui m'a pas empêché de faire des missions annexes à la thèse. Donc, on avait un livret doctorant en interne, où en fait, c'était un peu comme des UE, des unités d'évaluation à la fac, où il fallait les valider. Donc on avait une liste de tâches différentes à faire pendant les 3 ans de la thèse dans cette structure. Donc ça pouvait aller de l'édition d'une revue scientifique interne, d'une newsletter, pour la valorisation du centre de recherche en fait, ou par exemple l'organisation de summer school pour les doctorants du centre de recherche, mais aussi extérieur. Il y a aussi, moi j'ai participé à une étude quantitative sur l'alimentation plus d'un point de vue culturel et international, donc sur les modèles gastronomiques en fait. Donc j'ai participé à au montage de cette étude quantitative. Et puis des formations aussi. J'ai participé à des formations que le centre de recherche donne à un public dans le milieu de la santé. Et des encadrements pour l'université de Lyon 2 auprès d'étudiants de licence. Donc ça a été des missions, c'était pas forcément très long dans la durée, mais ça a été assez suivi. Et puis on avait aussi un investissement possible auprès des doctorants. Donc par exemple, j'étais représentante des doctorants pendant un semestre, ce qui m'a beaucoup plu et ce qui était très formateur aussi. Et toi, comment t'as envisagé la thèse? C'était dès le départ une thèse que tu voulais faire en 3 ans, ou est-ce que tu t'étais laissé un peu de flexibilité? Alors peut-être quelque chose qu'il faut préciser aussi pour les gens qui se posent la question. La thèse CIFRE fonctionne comme le contrat doctoral, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation de rendu à la fin du contrat. Oui, moi c'était 3 ans. Vraiment, je voyais pas plus en fait. Enfin, je me projetais pas dans le fait de faire 5-6 années, ou enfin même 4 années. Déjà au début, je savais pas que c'était possible de prolonger quand on était en CIFRE. En fait, j'ai découvert que voilà, ça se négocie, hein, mais si vraiment à la fin de la CIFRE on est à court, on peut négocier des financements d'1, 2, 3 mois. C'est possible. Je sais pas si c'est possible partout, et il vaut mieux pas compter dessus, parce que ça peut arriver que ce soit pas possible, et dans ce cas, il faut finir au chômage. Et selon le salaire que tu as pendant ta CIFRE, le chômage peut être vraiment très 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 bas. Donc moi je comptais pas dessus. Et en plus, j'ai passé ma thèse à avoir peur de l'après-thèse. Donc j'étais assez pressée d'arriver dans l'après-thèse, justement pour voir comment ça allait être après. Et voilà, ça s'est plutôt passé comme ça. Pour moi, c'était en 3 ans. Ok. Et pendant ces 3 années, quel lien est-ce que tu as gardé avec l'université? Donc tu nous as dit que tu n'avais pas pu t'y rendre beaucoup, mais est-ce qu'il y a des activités d'enseignement que tu as pu mener à bien? J'ai enseigné pendant la thèse, mais pas dans mon université d'appartenance, du coup, à cause des problèmes de calendrier avec le terrain, de la distance aussi. Il s'est trouvé que j'ai pas enseigné là. Et les activités plus ou moins obligatoires, mais qu'on recommande en thèse, comme les communications scientifiques ou les publications, est-ce que c'est quelque chose que tu as fait aussi? Oui, ça j'en ai fait plusieurs, des communications. Ça faisait partie aussi des UE à valider. Donc il y en avait, je pouvais en faire valider 1 ou 2, je crois. Donc je me suis dit que c'était un bon moyen d'avoir des unités de validation à faire, parce que ça aussi on a tendance à l'oublier, mais en plus de la thèse à faire, des missions annexes pour la structure d'emploi, on a aussi nos formations à valider pour pouvoir prétendre au titre du doctorat. Et du coup, il faut jongler avec
avec les validations, soit d'enseignement, soit des missions que tu peux faire, soit des communications. Enfin, il y a plein de moyens de valider ces UE de doctorat. Et je trouve que les écoles doctorales sont de plus en plus ouvertes aussi à ça. Par exemple, moi, rien que le fait de faire une cifre, ça m'a compté pour un quart, je crois, de mes crédits doctorants à valider. Donc voilà. Après, ça dépend vraiment des écoles doctorales. Il faut bien se renseigner au début, parce qu'on a tendance à se dire, je vais laisser ça pour la fin. Je vais faire d'abord ma biblio, après je vais faire mes expérimentations, mes terrains, nanana. Et en fait, la fin, on est vraiment plongé dans la rédaction. Il y a le timing qui approche, et du coup, on s'est dit, mince, il me reste telle formation à faire, mince, j'ai pas validé ça. Du coup, un conseil, c'est de vraiment prendre connaissance de la formation doctorale dès le début, en fait. Mhm. J'ai l'impression que ton expérience CIFRE, elle fait aussi que, vu que vous étiez un groupe de doctorants et doctorantes, vous formiez un collectif. Est-ce qu'il y avait... Enfin, vous étiez collègues, mais est-ce que c'était plus de liens que ça, de l'entraide? C'était vraiment une équipe soudée, j'ai l'impression. Pourtant, on avait des disciplines vraiment différentes. On était une partie, on était 3 en SHS. Et après, sinon, c'était de la psychologie cognitive, de la nutrition. Donc, c'est pas forcément des disciplines où méthodologiquement on se comprend. Et en tout cas, c'est très formateur parce qu'on découvre d'autres méthodologies en assistant aux présentations des uns, des autres, en échangeant. On voit les difficultés qui existent dans tous les domaines et comment les surmonter. Et ça, c'est aussi super d'avoir d'autres points de vue pour surmonter des difficultés. Et donc, c'était vraiment très enrichissant. Et chaque mois, on avait une réunion entre nous. Alors, au début, ça prenait 1 heure, et petit à petit, c'est devenu 2 heures, 2 heures et demie, parce qu'on était de plus en plus nombreux à être des doctorants, et puis on était tellement soudés qu'on parlait, en fait. C'était vraiment comme une réunion de psychologie collective, en fait, de thérapie collective. Un groupe d'entraide. Et un groupe d'entraide, ouais. Et ça, c'était formidable. Et donc, oui, pour répondre à ta question, c'était plus que des collègues, parce qu'en plus, ça arrivait de faire des soirées, des sorties, des activités à l'extérieur aussi. Donc c'était une vraie soupape de décompression, ouais, clairement. Et ta thèse, est-ce que c'était la seule contrepartie que voulait ton employeur, ou est-ce qu'il y avait d'autres choses que l'employeur souhaitait de ton travail? Je sais pas, peut-être un rapport, des recommandations, ou est-ce que c'était vraiment le produit fini thèse qui était attendu de toi? Alors c'était le produit fini en effet principal, et au-delà de ça on avait aussi des demandes de publication et de communication. Mais sinon il n'y avait pas de rapport en plus. Je sais que ça peut se faire dans certaines entreprises où ils demandent en plus de la thèse un document plus synthétique, mais c'était pas mon cas, non. Et est-ce que tu sais si... Et l'identité de doctorante CIFRE, est-ce que toi tu te sentais plus doctorante CIFRE? Est-ce que... Enfin, t'as déjà un peu parlé de ces deux mondes qui, dès le début, sont venus un peu s'entrechoquer. Est-ce que... Enfin, comment est-ce que t'as vécu ça, d'être en thèse CIFRE? Alors la première année, comme je le disais, c'était un vrai manque pour moi d'avoir un lien avec l'université. Je l'avais via mes inscriptions chaque année, voilà, j'oubliais pas que j'étais à l'université, mais la première année où j'étais beaucoup présente sur les lieux de ma structure d'emploi, j'ai eu des moments où je me disais mais mince, elle est où ma fac? Et ça a été un peu dur au début, ouais. Après, quand je suis partie sur le terrain, c'est là que j'ai commencé à me dire ah mais non, je suis sur le terrain, je fais ma thèse, et là petit à petit j'ai commencé à me sentir plus légitime. Et en fait la légitimité que j'avais pas du tout au début, enfin je parlais tout à l'heure du syndrome de l'imposteur, j'ai eu du mal à me dire en quoi ma recherche est utile et en quoi je suis capable de faire cette recherche au début. C'était vraiment quelque chose de pas évident, et je pense que beaucoup de doctorants rencontrent ça au début. On est face à un nuage, en fait. On sait pas ce qu'on va faire, on sait pas où on va, on a l'impression d'être face à une montagne, vraiment. Et petit à petit, ça s'amenuise, et ça s'amenuise notamment avec les communications. Enfin, en tout cas, moi, de parler de mon travail devant des pairs PAIR, de communiquer autour de mon travail, de vulgariser la recherche, ça fait aussi qu'on se sent vraiment légitime. Et donc j'ai
j'ai recollé avec cette identité de chercheur de fac, je dirais, par les communications au fil des années et par le fait de donner aussi un peu des cours, d'encadrer des jeunes étudiants, et aussi d'échanger avec mes collègues doctorants et amis doctorants sur leur façon de voir les choses, sur leur labo, etc. Voilà. Mais ça aurait pu être... la première année a été compliquée par cette distance avec mon labo aussi. C'était le temps de s'adapter, je pense. Après ça allait. Il y a certains travaux sur la CIFRE qui mentionnent un peu une forme de schizophrénie qu'auraient les doctorants CIFRE à vouloir s'inscrire à la fois dans le champ universitaire et auprès de leurs financeurs. Du coup, toi, quelque part, c'était un peu facilité parce qu'en fait, t'avais qu'une seule identité à endosser. Mais cette identité de doctorante, elle est tout de même vraiment très difficile à endosser, et c'est ça, c'est se sentir à sa place, se sentir bien dans ce monde qui a des codes quand même très particuliers. Oui, c'est vrai, et c'était d'autant plus facilité pour moi parce que je mettais les pieds dans un centre de recherche qui fonctionne tout le temps avec le milieu universitaire en fait. Et on était tous universitaires, même les encadrants de projet sont des personnes qui sont tous docteurs, ils sont issus de ce milieu-là, donc comme je te disais tout à l'heure, il n'y avait pas de traduction à faire en fait. Il n'y a pas de traduction langage entreprise, langage universitaire. On parlait en langage universitaire tout le temps. Donc ça, c'était vraiment confortable à ce niveau-là. Et est-ce que du coup, il y a des chercheuses de l'Institut qui sont venues dans ton jury de soutenance, qui ont été membres de ton jury ? Mon encadrant du coup de thèse, qui était dans ma structure d'emploi, faisait partie des membres du jury. Et sinon, c'était des chercheurs et des directeurs de recherche du milieu universitaire qui étaient dans mon jury. Et tes collègues de l'Institut Paul Bocuse sont venus à ta soutenance ? Oui, absolument, oui. Et la soutenance a d'ailleurs eu lieu à l'Institut Paul Bocuse. En fait, on a eu une dérogation parce que les soutenances des doctorants, CIFRE du centre de recherche de l'Institut Paul Bocuse font leur soutenance au centre de recherche. Et donc, ça a été vraiment une super expérience parce que tout le monde était présent et c'était agréable. Ouais. Mais c'est super symbolique que ta soutenance soit pas à ton université, mais dans le centre de recherche. Oui, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça, c'est assez symbolique, ouais. Ça montre finalement à quel point la structure, elle a un rôle et elle cadre les missions depuis le début, en fait. Et moi, j'étais bien contente de faire ma soutenance dans cet endroit parce que même si la première année, comme j'ai dit, c'était un peu difficile au niveau de l'adaptation, après, je me sentais vraiment dans mon élément. Et mon centre de socialisation, je dirais, académique, professionnelle, amicale, même à cette période, était là. Donc ça faisait beaucoup de sens pour moi d'être là. S'il fallait un peu faire le bilan, quelles difficultés propres à la thèse CIFRE t'as rencontrées, et au contraire, quels bénéfices ou avantages de la thèse CIFRE tu vois maintenant ? Alors les difficultés, comme je disais déjà, la patience au début, vraiment le délai d'attente, ça pour moi ça a été une difficulté au début. Je dirais l'éloignement géographique aussi avec le laboratoire peut être une difficulté, mais c'est pas le cas pour tout le monde, donc je le raccroche pas vraiment à la CIFRE en tant que telle. Une autre difficulté qui après devient une force malgré tout, c'est d'assumer de refuser des tâches de l'employeur pour sauver la thèse. En fait, surtout qu'il faut savoir que la thèse c'est une demande de l'employeur aussi, donc voilà, c'est en fait dit en autres mots, c'est prioriser ses tâches. Et voilà, c'est apprendre ça. Et donc c'est aussi un avantage, c'est que dans la CIFRE, on apprend vraiment à prioriser ses tâches, à fonctionner en mode projet, comme c'est attendu ensuite dans beaucoup d'autres lieux de travail en fait. Donc ça c'est vraiment une plus-value. Une autre difficulté, c'est de gérer les mobilités. Là, c'est aussi propre au fait que j'avais des terrains et que j'étais en anthropologie. Peut-être que si mon terrain avait été mon entreprise de recherche, j'aurais pas eu cette difficulté-là. Mais il y a des moments où je savais plus où j'habitais en fait, entre les terrains, entre les communications, entre ma structure employante, entre le labo de mon université. Enfin, ça faisait beaucoup de mobilité. Et il y a un moment où j'avais besoin de me poser aussi. Donc voilà, il faut savoir gérer les mobilités.
et accepter des tâches ou des missions qu'on n'aurait pas forcément envie de faire. Voilà, ça c'est aussi des contraintes, mais ça fait partie du monde professionnel, donc encore une fois c'est formateur. Au niveau des avantages, ce qu'on a dit plus tôt, je dirais avoir un cadre, bénéficier du droit du travail, avoir un salaire, tout ça c'est des sacrés avantages. Et avoir une vraie connaissance du monde de l'entreprise, de se projeter dans l'après, à condition de faire le nécessaire pour convertir ses compétences universitaires en compétences professionnelles aussi. Ça, je trouve, c'est un travail de langage, encore une fois, qu'il faut savoir faire, et c'est bien de le faire pendant la thèse, quitte à, une fois qu'on a terminé la thèse, de se former, se documenter, mais au moins d'être prêt au monde professionnel. En tout cas. La CIFRE a cet avantage de pouvoir nous préparer, à condition de le vouloir et de s'investir là-dedans, à ces deux milieux, l'un ou l'autre. Je pense qu'on peut tout à fait tenter sa chance dans les deux, voire jongler entre l'un et l'autre, faire un post-doc, après un poste de chargé de recherche, chargé de mission dans une entreprise, revenir sur un post-doc, enfin, tout est possible, je pense. Justement, ça nous amène à l'après-CIFRE et à toi, ce que tu as fait après la thèse CIFRE. Alors après la thèse CIFRE, j'ai eu un poste de chargé d'études sociologiques dans la fonction publique. Et en fait, ça collait pas à ce que je recherchais. Donc déjà parce que c'était plus axé sur du quanti, et moi je venais plus du quali, mais voilà, c'est aussi une expérience que j'avais envie d'avoir. Mais c'était pas une structure qui était habituée à travailler avec des universitaires, et je pense que il y a eu une attente de ma part qui était trop grande, et pendant la période d'essai, du coup, je suis partie en cherchant d'autres opportunités, et j'ai eu une opportunité, donc comme je le disais, à la SNCF pour travailler sur une étude anthropologique dans les zones rurales, sur les déplacements dans les zones rurales, donc une super expérience, mais qui s'achève en janvier, et dès janvier je vais aller sur un post-doctorat du coup de 2 ans et demi. Donc encore une fois, je pense que c'est tout à fait possible, et d'autant plus quand on a fait une CIFRE, de jongler du monde professionnel, voire à la recherche dans la fonction publique, à la recherche universitaire. Et du coup, ça a complètement anéanti mes craintes, parce que comme je te disais, j'avais des craintes au début de la thèse, sur l'après-thèse, en me disant mais qu'est-ce que je vais faire, où je vais aller. J'avais pas idée de ce qui était possible de faire en fait avec une thèse en anthropologie, à part le monde universitaire qui, on le sait, est difficile et assez bouché. Et donc là, du coup, je suis complètement rassurée, et j'hésite pas à dire autour de moi, voilà, tout est possible à condition qu'on ait envie de mettre un pied dans la recherche en entreprise. Ça, c'est pas tout le monde qui est ouvert encore. Oui, complètement. Et quand tu dis que tu avais des craintes qui concernaient l'après-thèse au moment où tu étais doctorante, est-ce que tu avais des projets à ce moment-là ? Déjà des envies plutôt de t'inscrire dans le monde de la recherche universitaire, ou bien au contraire de trouver complètement autre chose ? J'avais envie d'être à l'université, oui, d'être chercheur ou enseignant-chercheur. Ça, c'est ce qui m'a animée aussi, même à faire un master à la base. Et petit à petit, on voit à quel point c'est vraiment un parcours du combattant, et à quel point même les plus combattants, j'ai envie de dire, n'y trouvent pas forcément leur place, parce qu'il n'y a pas assez de place. Donc j'aurais pu me dire bon allez, je fais tout pour être enseignant-chercheur avec des postes d'ATER, des vacations. J'en ai fait des vacations, mais je trouve que c'est beaucoup d'investissement, qui est certes bénéfique, super intéressant, et c'est de la passion, mais c'est pas assez valorisé. Et voilà, le problème de la recherche en France, c'est celui-là, c'est qu'il n'y a pas assez de moyens, donc il n'y a pas de la place pour tout le monde. Donc très vite, on se met à penser à autre chose si on veut continuer à faire de la recherche. Pour conclure un peu notre discussion, est-ce que tu aurais des conseils à donner, ou peut-être des leçons à tirer de ton expérience en CIFRE que tu voudrais donner à des personnes qui nous écouteraient et qui se poseraient la question de faire une thèse CIFRE ? Je pense que la première chose, c'est d'être ouvert d'esprit, et accepter l'idée que la recherche peut se faire autre part qu'à l'université,
et qu'elle peut être une vraie plus-value pour la société aussi. Je pense notamment à la recherche-action, la recherche appliquée. Voilà, c'est aussi dans les entreprises et les institutions qu'on peut mettre ça en place et injecter les valeurs des sciences humaines et sociales, la justice sociale. Enfin, il y a plein de valeurs qui sont portées par les sciences sociales aussi. On peut les injecter dans ces milieux-là aussi en y étant employé du coup. Donc c'est ça, c'est cette ouverture d'esprit et faire en sorte de devenir un caméléon un peu des SHS en fait, enfin, pouvoir je trouve que c'est génial de pouvoir faire de la socio, de l'anthropo dans plein de structures différentes et c'est enrichissant aussi pour soi, c'est vraiment très formateur. Et est-ce que tu aurais des recommandations sur ton sujet de thèse ou bien sur la thèse ou la CIFRE à faire aux auditeuristes de Thésard ? C'est pas forcément une recommandation sur la thématique de ma thèse que j'aimerais faire, mais une recommandation plutôt méthodologique. J'ai beaucoup aimé moi les articles d'Olivier de Sardan qui parlent des méthodes de terrain de façon limpide, très catégorisée, organisée. Enfin, un novice de la recherche en SHS peut y trouver son compte et vraiment je recommande cette lecture. Moi, elle m'a beaucoup aidée aussi à théoriser certaines choses et à me sentir aussi légitime dans ce que je faisais. Et au niveau professionnel, je dirais que utiliser les outils qui existent déjà dans le monde professionnel pour la recherche, ça se fait déjà beaucoup. Je pense notamment à LinkedIn, qui devient un outil de recherche du monde du travail très mobilisé maintenant. De là à avoir des offres CIFRE, je sais pas encore si c'est le cas, mais en tout cas, pour avoir une idée de ce qu'on peut faire avec nos compétences ensuite, c'est un très bon outil. Et encore une fois, je le redis, le site MyDocPro, c'est ma bible. Je recommanderais aussi le podcast Programme B qu'avons-nous fait de la recherche parce que il est vraiment d'une vérité glaciale mais importante et il faut l'avoir en tête. Non seulement pour continuer à s'investir dans le milieu de la recherche universitaire, mais aussi pour voir qu'il y a d'autres pistes ailleurs et on peut trouver des bouffées d'oxygène quand on voit plus d'issue au milieu universitaire. Merci à Marie d'avoir partagé avec nous son expérience de thèse CIFRE en anthropologie. Vous pouvez aussi écouter Marianne parler de sa thèse CIFRE en sociologie dans l'épisode 9 du podcast Why a PhD de Megda Bentout. Dans le prochain épisode de Thésard, qui arrive très vite, nous aborderons de nouveau le sujet de la thèse CIFRE en SHS, mais cette fois-ci par le prisme d'une enquête quantitative. Retrouvez Thésard sur Instagram et Twitter à thésard-es et par email thésard.es@gmail.com. Nous sommes toujours ravis de pouvoir échanger avec vous. Merci d'avoir écouté Thésard jusqu'ici. Le générique est réalisé à partir d'un morceau de Tilif. Pour ne pas rater les prochains épisodes, qui sortent environ toutes les 3 semaines, abonnez-vous sur votre plateforme préférée de podcast et suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Courage pour vos thèses, mais surtout pour tout le reste.